pays le plus bombardé au monde, ça a été le Vietnam. 7,5 millions de tonnes de bombes balancées sur le Vietnam entre 65 et 75. En 10 ans d'intervention russe sur l'Afghanistan, 2 millions de tonnes de bombes balancées par les Russes sur l'Afghanistan. Ces deux guerres ont été perdues. Donc c'est pas la proportion du nombre de bombes balancées. Bonjour Régis et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Charles, bonjour également à tous nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de situation sur la situation au Moyen-Orient, en particulier au Liban où la situation semble s'embraser? Alors je ne sais pas si je peux faire un petit point de situation au vu de l'étendue de cette guerre aujourd'hui. C'est une guerre qui a largement débordé le simple cadre des frappes américaines et iraniennes et israéliennes contre l'Iran. C'est une contamination régionale, on en a déjà parlé dans des émissions, mais ça s'est poursuivi cette nuit avec des frappes extrêmement précises opérées soit par des missiles balistiques, soit par des drones Shahed dont que les Iraniens possèdent par milliers, et qui commencent vraiment à être un casse-tête pour les Israéliens et pour les Américains. Frappe très précise sur des intérêts et sur des bases américaines. Cette nuit, la base américaine au Koweït a été frappée. Celle à Bahreïn a été frappée à nouveau. Donc on sent bien que les Iraniens ne relâchent pas la pression de ce côté. Et pour le point de la situation, ce qu'on peut dire, c'est que les Iraniens utilisent moins de missiles contre Israël, mais ils sont plus, on va dire, plus précis. Cette nuit, un missile sous munitions a été lancé sur Israël, extrêmement spectaculaire. C'est une gerbe de petits impacts qui tombent du ciel. Évidemment, les cluster bombes, c'est quelque chose d'absolument atroce parce que les gamins ramassent ça, ça reste inerte et ça peut exploser après. Donc les Iraniens disposent de ce genre de missiles. Et surtout, ce qu'on a noté pour en arriver à la question du Hezbollah et du Liban, c'est que le Hezbollah se coordonne très exactement sur les frappes avec les Iraniens. Le Hezbollah a comme mission la zone d'Haïfa et les villages du nord du Liban. Et les Iraniens, eux, frappent le centre d'Israël, soit Tel Aviv, soit Jérusalem, ou soit évidemment les bases, mais on n'a aucune information sur les bases israéliennes potentiellement touchées, en particulier dans le Negev, parce que là, il y a un blackout absolu. C'est plus difficile dans les zones urbaines d'empêcher les gens de faire des films. Ce qui est très intéressant, c'est que la durée, en fait, en général, c'est 9 minutes pour qu'un missile iranien ou plusieurs missiles partent d'Iran et arrivent en Israël. Donc, les Israéliens reçoivent sur leur portable l'alerte. Pour le Hezbollah, il y a plus d'incertitudes et ce sont des sirènes. C'est-à-dire quand les sirènes retentissent, il y a beaucoup moins de temps. Évidemment, la distance est beaucoup plus courte, mais les missiles sont moins performants. Mais si vous voulez, c'est peut-être plus dangereux avec les missiles du Hezbollah qu'avec les missiles iraniens, où là, il y a le temps d'aller dans les méclates, dans les abris, où il y a un peu partout, qui sont un peu partout dans chaque immeuble en Israël. Ils ont l'habitude. Donc, ce qui fait que... voilà, l'Iran maintient la pression et je dirais que peu importe que l'Iran soit moins performant, il y a peut-être une raison en effet militaire, peut-être que les frappes israéliennes, américaines ont eu raison de quelques cités missiles, comme on les appelle, comme on appelle ces espèces d'immenses complexes sous les montagnes iraniennes. C'est probable, on en a vu exploser d'ailleurs. Maintenant, c'est très difficile d'avoir une information précise, mais où est-ce que les Iraniens attendent pour repartir à nouveau? Ils ont promis d'intensifier les tirs. On ne sait pas. Mais si vous voulez, comme on est dans une asymétrie totale, où les Iraniens ont une expertise incroyable et peut-être inconnue encore sur le balistique, il est difficile d'appréhender ce que le faible va faire. Le fort, on sait ce qu'il va faire. Il va continuer à frapper. Alors, multiplier les cadences. Là, on est sur de l'opération comparable. Hier, on était sur à peu près le même nombre de vols que la première journée de la guerre en Irak de 2003. Vous imaginez un peu le nombre de rotations
Alors, il y a les 2 porte-avions qui sont sollicités, il y a les bases israéliennes, il y a d'autres bases aussi. Mais là aussi, le pris parti des Iraniens de frapper les bases américaines délibérément font que comment vous voulez ravitailler vos avions si vos bases sont détruites ou en tout cas s'il y a une menace sur ces bases. Ça complexifie le dispositif américain-israélien, et les Américains ont beau dire on maîtrise quasiment la totalité du ciel en Iran. Certes, on a coulé votre marine, certes, mais on sait très bien que la moitié de la marine iranienne datait de 1960 et que ce n'est pas des secteurs sur lesquels les Iraniens ont investi. La défense antiaérienne non plus. Ils misent sur le fait qu'ils ont un pays d'1,5 million de kilomètres carrés, que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont attachés à cette fabrication de missiles et à tout camoufler dans leurs montagnes. Voilà, cette incertitude fait peser beaucoup de points d'interrogation, mais beaucoup de points d'interrogation sur le devenir de cette guerre. On est au 6e jour, on est passé dans la bouche de Donald Trump à 4 jours, 8 jours, puis ensuite Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, a parlé de 4 semaines, ensuite il a parlé de 8 semaines, et maintenant on est à 100 jours, et certains planificateurs du Pentagone estiment qu'on pourrait en avoir jusqu'en septembre. Donc voilà, on est tranquillement en train de s'installer dans une guerre longue, et voilà, et on n'est pas au bout de nos surprises. Diminution de l'intensité des frappes iraniennes, est-ce dû à, évidemment, les Américains et les Israéliens vont dire, ça y est, on est en train de les asphyxier, on les tient, on a l'initiative, mais dans des guerres comme ça, on sait que, et les Américains en ont fait beaucoup de guerres comme ça, les Russes aussi, j'ai regardé les chiffres, le pays le plus bombardé au monde, ça a été le Vietnam, 7,5 millions de tonnes de bombes balancées sur le Vietnam entre 65 et 75. En 10 ans d'intervention russe sur l'Afghanistan, 2 millions de tonnes de bombes balancées par les Russes sur l'Afghanistan. Ces 2 guerres ont été perdues. Donc c'est pas la proportion du nombre de bombes balancées, ni les tirs soi-disant de précision, chirurgicaux, etc., dont on sait que en réalité sur le terrain et auprès des habitants, ils sont pas si chirurgicaux que ça. C'est ça l'important, et on va voir. Et pour le moment, l'incertitude est totale. Donald Trump vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de troupes américaines au sol, alors qu'il dispose de près de 40 000 hommes dans la région. Quelle est la signification de cette déclaration aujourd'hui? C'est un rappel, je pense, important vis-à-vis de ses électeurs. Donald Trump, qui parfois a des instincts, retrouve ses instincts MAGA, se dit attention parce que là on est en train de partir sur une pente extrêmement dangereuse. On a revu les portraits de soldats américains tués avec leur grade, leur âge, leur activité. Tout de suite, moi j'ai vécu la guerre en Irak aux États-Unis. Tout de suite, ça rappelle le compte-gouttes de la guerre. C'est-à-dire que les États-Unis ont cette particularité d'être un pays qui fait la guerre à l'étranger. Jamais leur sol n'est touché, à part par les tours abattues le 11 septembre, et un sous-marin japonais pendant la Seconde Guerre mondiale qui avait réussi à bombarder une plage du côté de Malibu. Bon, on met à part évidemment Pearl Harbor, mais disons que c'est fait partie du territoire américain, mais c'est un petit peu à part. Mais le territoire continental américain, lui, il n'a jamais été touché. Donc les Américains vivent la guerre par anticipation et par miroir de ce qui se passe sur le terrain. Et le compte-gouttes des morts, en fait, c'est bien pire que de dire, bah voilà, on a perdu 100 personnes et ça reste un chiffre. Là, on sait exactement humainement d'où viennent ces gens, qui y sont, etc. Et ça, fatalement, ça rappelle aux États-Unis, l'Afghanistan, l'Irak, précisément les raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu. Et on a entendu Pete Hegseth expliquer qu'il faudrait peut-être des troupes au sol. On sait pertinemment que si on veut changer le régime, l'exemple de l'Allemagne nazie est criant. Les bombardements, les tonnes de bombes, les tonnes de morts, Hambourg, juillet 43, Dresde en 45, n'ont jamais, au contraire, ils ont rassemblé le peuple allemand autour de ses leaders et fait durer la guerre, en fait. Donc là, ce que dit Pete Hegseth, il faudra peut-être des troupes au sol. Oui, il faudrait des troupes au sol. Et peut-être que les alliés arabes de Donald Trump lui demanderont d'envoyer des troupes au sol pour terminer le travail, parce que ça ne peut pas rester en l'état.
on voit que l'Iran a fragilisé considérablement l'équilibre régional, est en train d'étouffer toute la raison d'être des pétromonarchies, de mettre à l'arrêt toutes les raffineries. Il n'y a quasiment plus rien qui passe, même pour les Chinois, dans le détroit d'Ormuz. C'est le système mis en place par l'Occident depuis des années avec ces pétromonarchies attractives parce qu'il y a la paix dans des régions assez chaotiques, qui est en péril. N'oublions pas que ce qui a fait la fortune de Dubaï dans un premier temps, c'est le rapatriement des capitaux des pays arabes après le 11 septembre. Capitaux qui se trouvaient en Angleterre, aux États-Unis, quand il y a eu cette confrontation annoncée en Afghanistan et en Irak entre le monde occidental et le monde arabo-musulman. Tous les princes arabes ont ramené leurs capitaux et les ont investis dans Dubaï. C'est ce qui a donné une impulsion à l'économie de ces régions-là, qui peu à peu se sont diversifiées et sont devenus des pôles financiers absolument immenses. Aujourd'hui, ces pôles financiers sont en phase d'être complètement asphyxiés. Si ça dure une semaine, ça va. 2 semaines, ça va. Si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'en septembre, ça n'est pas possible. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit on coule l'économie de ces pays, et puis derrière, il y a quand même la question du dollar. Donald Trump fait ses guerres pour le pétrole, mais aussi pour conserver le dollar. La dédollarisation est en cours. Si les pétromonarchies sont menacées, évidemment que ça va donner tout à fait une porte à d'autres alternatives. Et les Chinois vont en profiter, les Indiens vont en profiter, les Russes vont en profiter, et d'ailleurs en profitent déjà. Oui, Donald Trump paraît un peu dans une impasse parce que avec l'annonce du non-envoi de troupes au sol, en même temps d'une guerre qui pourrait durer, de la pression des pétromonarchies qui risquent d'être asphyxiées, qui risquent d'avoir leur principale raffinerie détruite, Oui. contrairement à Benjamin Netanyahu qui poursuit un objectif qui est clair et qui l'assume, Donald Trump paraît quand même dans une impasse politique et militaire. Il n'y a pas beaucoup je dirais que la position de Netanyahou est bien plus confortable que celle de Donald Trump, puisque Netanyahou, son peuple d'abord vit la guerre, c'est pas comme les États-Unis, ils sont dedans, ils reçoivent des missiles tous les jours, donc le peuple est habitué. Il y a eu la question des otages. Netanyahou, d'ailleurs par l'intermédiaire de Trump, a réussi à récupérer tous ces otages, donc son prestige est auréolé at home. Trump, ne peut que continuer à voir sa base s'effriter à mesure que la guerre se prolonge. On n'est pas à l'abri d'ailleurs d'un revirement. Ce qui est très intéressant, j'écoutais Anthony Blinken, l'ancien secrétaire d'État de Joe Biden, qui disait j'envisage que Trump dise ça y est, j'ai mon trophée, Khamenei. J'ai anéanti le programme nucléaire, même si c'est pas vrai. Voilà, je rentre à la maison, et puis débrouillez-vous, les Iraniens, débrouillez-vous, ce qu'il a toujours dit d'ailleurs. Faites votre sauce, révoltez-vous, et puis on verra. Et donc du coup, Donald Trump pourrait dire, voilà, j'ai obtenu la tête du calife, je reviens à la maison, j'ai réglé le problème. Voilà, même si le problème ne sera pas réglé. Il y a une communication américaine, tu disais, qu'on peut considérer comme une espèce de blackout. Il y a très peu d'informations, mais vraisemblablement, les drones Shahed, les missiles balistiques touchent les bases américaines, touchent les raffineries des pétromonarchies. Oui. Il y a quand même il y gros. aura des conséquences à assumer pour les Américains. C'est le casse-tête, mais ce que je ne comprends pas, franchement, et je pense vous aussi, Charles, à force d'observer ces théâtres, d'être allé... On a énormément couvert la guerre en Ukraine, on les a vus arriver, ces Shahed. C'était novembre 2022, nous revenions de Kherson, on annonçait la Russie perdante parce qu'elle s'était retirée de la zone de Kherson. Elle s'est mise en position défensive dès cette époque sur la ligne Surovikine, et immédiatement, au début de l'hiver, les Shahed sont arrivés avec comme objectif de taper l'infrastructure électrique ukrainienne. Ça a été le premier hiver dans lequel ils sont intervenus. Ils ont posé immédiatement à l'état-major de l'OTAN un casse-tête absolu. Personne n'avait prévu que ces drones vont marcher. Revisités par les Russes, parce que les ingénieurs russes les ont un peu transformés. C'est devenu ce qu'on a appelé les drones géranium, mais toujours avec la même technologie. Ils sont arrivés, les Russes les ont perfectionnés, ils les ont fait voler en essaim, avec des leurres. Bref, tout à coup, le dispositif de défense
antiaérienne ukrainienne s'est retrouvée pénétrée par un élément qui n'avait pas été prévu par aucun planificateur du Pentagone. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on démarre une guerre cette fois-ci où le même agent n'a pas été prévu, alors qu'on sait que les Iraniens en produisent des millions, que c'est pas cher. Je regardais, je vous donne un exemple hier, l'Iran a dépensé probablement 30 millions de dollars en Shahed pour cibler les Émirats arabes unis, qui ont dépensé probablement 2 ou 3 milliards de dollars pour contrer cette menace. On est dans un rapport de 1 à 65, si vous voulez, en faveur de l'Iran. Donc voilà, c'est ça le problème. Le casse-tête du Shahed, il est là. Cette nuit, plusieurs batteries antiaériennes ont été ciblées, soit par des drones, soit par des missiles, soit des Patriotes, soit des batteries THAAD, qui est une version encore plus élaborée, extrêmement peu nombreuse. Les Américains en ont en Asie, ils sont en train de les rapatrier. Ils en avaient aussi en Ukraine. Et là, il y en a qui ont été utilisés en Ukraine, mais on va dire, il y a un nombre limité. Ces systèmes de défense antiaérienne, ces intercepteurs, ont passé leur temps depuis 6 jours à intercepter ou à se faire cibler par des agents volants qui coûtent 100 fois moins cher qu'eux. Voilà. Et ça, c'est le gros point noir, il est là. Régis, tu portes aujourd'hui ce fameux sweat à capuche. Ça Oui. signifie que tu repars, que tu vas prendre l'avion. Oui, tout à fait. C'est la vocation d'Omerta. Hein. Vocation d'Omerta, c'est de partir, d'essayer de vous raconter. Alors, je ne vais pas vous dire où on va, mais on repart sur le terrain, en effet. Et donc, on vous fera des points, on vous fera peut-être des émissions en fonction de la possibilité, des conditions dans lesquelles on sera sur place. En fait, on va dans le théâtre et on va être au plus près. On va vous raconter ça auprès de la population. Toujours cet aspect analyse chez Omerta, mais surtout aller tendre un micro aux gens et raconter la réalité sur place. Voilà. Merci Régis et bon vol, bon voyage. Merci Charles, merci, à bientôt.